Comme vous le savez tous, en ce moment, on assiste à des progrès fulgurants au niveau de la science et de la technologie, de l'intelligence artificielle et du machine learning ou de l'apprentissage automatique. Alors, ces progrès ont été extrêmement spectaculaires. Il y a une accélération énorme au cours des 10 dernières années. Euh, donc, avec un grand impact scientifique, mais aussi économique, social. On assiste à une transformation continuelle, ok, qu'il est difficile d'évaluer. En fait, même pour les experts, peu de gens avaient prévu l'explosion à laquelle on assiste maintenant. Donc ici, au crime, ça fait partie de notre mission que de participer à cet essor, d'aider l'écosystème à entrer dans l'intelligence artificielle, à l'utiliser, à la mettre en place. Euh, L'écosystème et aussi les partenaires avec lesquels on travaille afin de les aider à bénéficier de ces progrès. Donc, le crime participe autant au niveau scientifique, mais surtout au niveau de la réalisation, au niveau de la recherche de solutions pour rendre l'utilisation de ces progrès en intelligence artificielle et en machine learning possible dans un cadre plus concret, industriel ou pour des entreprises. Donc, cette série de classes de maîtres vise à présenter, à partager notre savoir-faire justement dans ce passage de la théorie à la pratique. On participe aussi à la théorie et au développement scientifique de l'intelligence artificielle, mais une grande partie de nos efforts sont mis dans la façon de les utiliser dans des situations concrètes où les données, les problèmes ne sont pas aussi bien définis qu'on aimerait. Les données ne sont pas complètes, les données sont chères, avec beaucoup de contraintes réelles. Euh, donc aujourd'hui, nous allons donner la parole à Marc Lalonde, qui, je pense, représente bien cette expertise du crime. Marc est un spécialiste en vision par ordinateur. Il a plus de 25 ans d'expérience. En fait, il a vécu toutes les vagues des vagues récentes de la vision par ordinateur. Donc, autant les aspects qui étaient plus procéduraux ou mathématiques là-dedans. Et depuis quand même un certain nombre d'années, il est devenu un expert dans l'utilisation de l'apprentissage automatique, donc du machine learning, euh, pour la vision. Donc, il a travaillé dans un nombre incalculable de domaines, en vérification de signatures, en biométrie, imagerie ophtalmologique, inspection industrielle, surveillance vidéo. Et en fait, il a touché aussi, pas juste à la vision, mais à multiples aspects de l'apprentissage automatique, et toujours dans l'optique de rendre ça possible et de rendre ça concret. Donc, aujourd'hui, le sujet de la présentation est un peu spécial parce qu'il a une dimension peut-être AI for good, ou en tout cas, mais en même temps, elle illustre une quantité de techniques qui s'appliquent à de nombreux domaines et qu'on utilise dans de nombreux projets avec des partenaires divers. Donc, sans plus tarder, Marc, je te laisse la parole. Merci Oman pour l'introduction. Bienvenue à tous. J'en profite pour saluer tout le monde qui est à l'écoute. Donc, je vous remercie d'être là. Je vais tout de suite partager mon écran. Je vais commencer. Oui, Marc? Juste, peut-être, excuse-moi, Marc, de t'interrompre. Donc, Oui. ici, pour les questions, Marc va faire sa présentation pendant une quarantaine de minutes. Et ensuite, je vous invite pour les questions à les envoyer dans le chat, donc dans le Q&A ici, et je vais les lire et je vais les relayer à Marc après sa présentation. Merci beaucoup. Merci. Donc, oui, c'est une classe de maths sur la vision par ordinateur qui porte sur un sujet peut-être un peu particulier. La photo d'identification de baleine bleue, c'est pas un sujet qu'on voit tous les jours, ça c'est certain. Il y a peut-être des gens qui se demandent pourquoi est-ce que le crime s'intéresse à ce type de problème-là. Je vous donnerai
À la base, c'est un beau problème. Vous allez voir que les difficultés techniques sont, les challenges sont assez évidents. Donc, c'est un problème qui est difficile, donc qui nous attire beaucoup. Mais je donnerais 2 raisons supplémentaires. La première, c'est bon, c'est que si vous connaissez un peu le crime, vous savez qu'il y a beaucoup de projets ici qui portent sur, qui touchent aux questions environnementales sous une forme ou sous une autre, soit à travers nos activités en observation de la Terre ou en gestion des données climatiques. Mais aussi, on a encadré des étudiants dont les travaux portaient, par exemple, sur l'inventaire faunique ou bien la culture des sols. Donc, on est un peu là-dedans. C'est un peu dans la continuité de ce genre de travaux-là qui se déroulent au crime. Euh, la deuxième raison, qui, à mon sens, c'est peut-être la plus importante, c'est, vous savez, si vous connaissez encore le crime, vous savez qu'il y a beaucoup de projets qui se passent au crime. Il y en a de toutes les sortes en plus. Et avec le temps, ce qu'on finit par développer, c'est une capacité à transposer des solutions. Donc, on a un problème X pour lequel on a une solution, puis la solution, on l'adapte pour résoudre le problème Y. Et vous serez surpris de voir à quel point les problèmes X et Y peuvent être très différents et quand même partager la même solution. Je donne un exemple simple. Il y a plusieurs années, on avait une intervention, un projet en imagerie ophtalmique. Et un des algorithmes qu'on a utilisé avait été initialement développé pour la reconnaissance de symboles dans des images de cartes de réseaux électriques. Donc, à première vue, pour le commun des mortels, il n'y a pas de lien, mais avec un peu de créativité puis un peu d'expérience, on est capable justement de trouver ces liens-là, de trouver des similarités entre les problèmes. Et ça, je vais insister dans la présentation là-dessus parce que la solution qu'on va développer pour l'identification de baleines, euh, ça pourrait très bien convenir à une PME qui vient nous voir le mois prochain pour ses propres problèmes. Donc, ça, je vais insister là-dessus. La présentation va être relativement linéaire, donc je vais évidemment présenter le contexte dans les prochaines minutes, montrer un peu comment nous, on a essayé de résoudre le problème, les solutions, les résultats qu'on a obtenus. Mais je vais aussi insister sur la démarche, donc le chemin qu'on a pris pour arriver à cette solution-là. Donc, le chemin n'est pas toujours une ligne droite, évidemment. Donc, je vais essayer de mettre ça en évidence pendant la présentation. Donc, un petit mot sur le contexte. Ben, vous vous rappelez peut-être l'émoi qu'a causé la présence de baleines dans le port de Montréal. Je pense que c'est arrivé pendant le printemps. Moi, il y a un autre événement qui a attiré mon attention. Ça s'est déroulé au large de Rimouski, où une baleine a été observée. Une baleine en mauvaise posture, je pense, parce qu'elle avait comme une portion de filet de pêche là, à travers la bouche. Et je vais vous lire l'extrait de ce qui a été rapporté dans la presse là, à peu près à la mi-juillet. Donc, on dit que la mer a été identifiée par le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le GREM, comme étant H729. La station des recherches des îles Mingan a confirmé que le jeune rorqual est bel et bien le veau de H729. Donc, évidemment, la première observation qu'on fait pour le lecteur moyen qui lit ça, ouais, il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans le suivi de cet événement-là. Donc, on parle du groupe de recherche et d'éducation sur le mammifère marin, station de recherche des îles Mingan. Et aussi dans l'article, on mentionne l'existence ou l'implication du réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins. Euh, donc, ça fait beaucoup de monde qui s'intéresse à ce cas-là. Et peut-être la question que les gens se posent, c'est H729, est-ce que les baleines ont des noms? Et comment on fait pour savoir qu'une baleine est le veau, donc est l'enfant d'une autre baleine? Euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les baleines sont en général des animaux qui sont très étudiés. Donc, entre autres par notre collaborateur qui est affilié à la station de recherche des îles Mingan, MIX en anglais. Puis à travers le monde, là, il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à ces animaux-là. Il y a des bases de données qui qui ont été construites sur plusieurs décennies avec des fiches sur des milliers d'individus qui vont compter, par exemple, le nom de la baleine, son espèce, parce qu'il y a plusieurs espèces. Est-ce que c'est une mâle ou une femelle? S'il y a des relations mère-enfant qui sont connues, évidemment, ça va être annoté dans les bases de données. Il y a beaucoup d'observations qui vont être faites, documentées. Donc, on sait que telle baleine a été observée dans telle région du monde, par exemple, avec des photos. On connaît même le nom du photographe, c'est dans les bases de données. Donc, quand vous allez voir des baleines, par exemple, en observation à Tadoussac,
ben, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que la baleine que vous observez, si jamais vous en observez une, il y a des fortes chances qu'elle soit connue du monde scientifique et qu'elle soit suivie à travers le temps. Et maintenant, la question qui se pose, c'est, bon, OK, mettons que je prends une photo d'une baleine, j'aimerais bien contribuer à cette base de données-là en envoyant ma photo, mais elle va aller dans quel dossier? Parce que comment est-ce qu'on fait pour associer une photo à la baleine comme telle? Ben, c'est là qu'on entre en scène, ce qu'on appelle la photo-identification. Donc, grosso modo, c'est une technique qui va permettre d'identifier l'animal, donc identifier l'individu, basé sur ses caractéristiques physiques, ou visuelles. Donc, vous avez peut-être un animal à la maison, ben, vous allez reconnaître votre chien et votre chat, en grande partie parce que vous savez que, par exemple, derrière l'oreille gauche, il y a une tache en particulier. Donc, c'est ce genre d'informations-là qu'on va aller chercher aussi pour identifier les individus de différentes espèces. C'est une alternative à une technique ou une famille qu'on appelle capture, marquage, recapture, où physiquement, on attrape des animaux pour leur mettre, par exemple, une bague, dans le cas des oiseaux, où on met un marquage physique et on les relâche en espérant éventuellement quelques semaines plus tard, qu'on puisse les recapturer et vérifier qu'effectivement, cet animal-là a déjà été tagué. Et c'est comme ça qu'on est capable de mesurer, de voir un peu comment la population de cette espèce-là évolue dans le temps. Et donc, on peut se douter qu'attraper un animal, bon, c'est physiquement, c'est assez stressant pour l'animal, évidemment. Donc, l'alternative, c'est évidemment d'aller mettre des caméras dans des lieux, en forêt, par exemple, où les caméras vont être déclenchées par un détecteur de mouvement. Donc, on va ramasser des images de ces animaux-là, mais évidemment, le défi maintenant, c'est de les identifier à partir de leur apparence. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Bien là, évidemment, ça dépend beaucoup des espèces. Donc, prenez les tigres, par exemple. Ben, les rayures des tigres ont une apparence physique qui permet de les distinguer. Donc, le tigre A versus le B n'auront pas nécessairement les mêmes rayures. C'est la même chose, la même idée pour les girafes. Les éléphants, curieusement, ben, c'est la forme des oreilles qui va donner l'information sur comment identifier un élément versus un autre. Et on peut même aller se rendre jusqu'aux moufettes, là, parce que les patterns de fourrure sont différents d'un individu à l'autre. Au niveau plus aquatique, ben, vous avez les phoques. Encore là, ce qu'on voit à droite, c'est des phoques qui ont des taches qui sont particulières d'un individu à l'autre. Et les dauphins, ben, c'est la forme de l'aileron qui donne beaucoup d'informations sur les caractéristiques ou la nature de l'individu, ou l'identité plutôt. Donc, qu'en est-il des baleines? Ben, en fait, au niveau des baleines, ça dépend beaucoup de l'espèce, parce que ce que vous avez à droite, c'est une baleine franche. Donc, vous avez des espèces de protubérances là, au niveau de la peau, qui forment une espèce de patron là, au niveau de la tête. Et ces patrons, ça, là, sont distinctifs, donc ils permettent d'identifier l'individu en particulier. Et dans le cas des baleines à bosse, ben, ça se passe au niveau de la queue, apparemment. C'est les taches, c'est la forme c'est les petites stries au niveau de la queue, au niveau du contour, le edge, donc les bordures de la queue qui sont assez distinctives aussi. Et pour les baleines bleues, ben, c'est la pigmentation des flancs. En fait, le flanc et les dos qui va être unique. On a un exemple ici, ils vont être un peu petits, je ne sais pas si tout le monde voit. Là, je vais avoir des exemples évidemment un peu plus tard dans la présentation qui vont être un peu plus visibles. Mais donc, c'est vraiment comme cet assemblage de taches sur les flancs et le dos qui est unique et qui permet aux chercheurs de faire l'identification. Donc, il y a plusieurs algorithmes qui ont été développés par la communauté scientifique, en particulier maintenant en vision par ordinateur, pour aider l'automatisation de la photo-identification. Parce qu'on peut se douter que, bon, pour un humain, faire l'identification à partir de deux images, est-ce que c'est le même individu? Bon, dépendamment de l'espèce considérée, ça peut être facile comme ça peut être difficile. Mais bref, la communauté de vision par ordinateur est là pour supporter ces chercheurs-là, entre autres via la mise en ligne de plateformes qui sont disponibles sur Internet. Donc, c'est surtout destiné aux biologistes, mais on parle de plus en plus souvent aussi de la science citoyenne où les gens peuvent contribuer par leurs photos à ces plateformes-là. Et vous avez des exemples qui sont donnés ici, comme WildMe, par exemple, avec plusieurs instances, Giraffe Spotter. Donc, si vous vous intéressez aux girafes, c'est un site justement qui vous permet de voir de quelle manière on est capable d'identifier les girafes et aussi de les cataloguer, de les inventorier aussi. Et vous avez Flugbook.
Happy Whale qui sont évidemment spécifiques aux baleines. Et ce qu'on remarque, par contre, c'est qu'au niveau de la baleine bleue, il y a à peu près rien. Même au niveau scientifique, quand on regarde les algorithmes qui ont été euh, publiés pour l'identification de baleines bleues, j'ai à peu près rien trouvé dans le passé. Peut-être un groupe de recherche dans le Mexique, au Mexique, qui a fait des travaux dans les années 2010, mais c'est à peu près tout, là, donc c'est quand même assez mince. Je, je décris un petit peu de quelle manière on est capable de faire de la photo-identification au niveau de la baleine bleue. J'en ai parlé un petit peu, là, ça se passe vraiment au niveau des tâches. Et l'idée, c'est de trouver des similarités entre les tâches d'une paire d'images. Donc, vous voyez un exemple ici de 3 images d'un même individu prises, à des temps, assez éloignés les uns des autres. Donc une première image en 1997 jusqu'en 2014 où on a une autre image, ben, ces 3 images-là, proviennent du même individu. C'est un défi assez intéressant d'essayer de les matcher de manière visuelle, même pour un humain. Heu, c'est long, le contraste est pas toujours très bon. La clarté au niveau de l'image est pas géniale non plus dans certains cas. Donc évidemment, il y a des besoins pour automatiser ce processus-là et ben, évidemment, nous, c'est à ce niveau-là qu'on intervient. Peut-être un mot sur les données avant de rentrer plus dans l'aspect technique, des algorithmes. Hem, on a eu la chance, d'avoir un contact avec, MIX, donc la station de recherche des îles Mingan, qui, elle, existe depuis, je pense, c'est plus de 40 ans. Donc, c'est une station qui a récolté énormément d'informations sur, les mammifères marins, dans le golfe du Saint-Laurent, par exemple, et même ailleurs. Et bon, avec le temps, ils ont été capables de ramasser de l'information sur 1 600 baleines bleues. Donc, on parle de 800 individus pour lesquels on a au moins 2 images. Parce que, bon, un individu qui a une seule image, pour nous, on ne peut pas faire grand-chose avec parce que c'est difficile de valider la performance d'un algorithme quand on a une seule image. Par contre, on sait qu'il y a des baleines bleues qui sont vues très, très fréquemment, alors qu'il y en a d'autres qui sont vues une fois ou deux seulement, ou trois. Vous avez à droite ici, un petit graphique qui montre un peu de quelle manière les individus sont répartis au niveau des images de base de données. Donc, il y a très, très peu d'individus très populaires et il y a beaucoup, beaucoup d'individus qui n'ont qu'une seule ou deux ou trois photos, là. Avec chacune des images, on a évidemment des métadonnées. Donc, on sait quelle région du corps de la baleine a été photographiée. On connaît aussi, il y a une indication sur la qualité de l'image. Donc, évidemment, il y a des images de mauvaise qualité qu'on va, de notre côté, essayer de ne pas utiliser. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que l'acquisition se fait sur plusieurs années. Donc, j'ai parlé de Mix comme étant une station qui existe depuis plusieurs décennies. Ben, effectivement, on a des images dans la base de données qui remontent aux années 80, aux années 90. Donc, à l'époque, on n'était pas dans les caméras numériques, bien évidemment. Donc, c'est des films, c'est des images qui ont été scannées et ajoutées à la base de données. Et peut-être un dernier mot aussi sur le type d'images qui sont disponibles pour les baleines. Donc, il y a des parties du corps qui sont plus favorables au niveau de la photo-identification. Je pense en particulier ce qu'on appelle le RSD, le Right Side Dorsal. Donc, c'est autour de, je ne sais pas si tout le monde voit, là, mais la nageoire dorsale, l'espèce de petit triangle qui est ici, là, qui sert un petit peu de référence. Je pense que c'est pour ça que c'est une section intéressante pour la photo-identification, justement parce que c'est comme une référence spatiale. Et quand on se met à comparer des tâches, bien évidemment, c'est intéressant d'avoir une référence spatiale pour nous aider. Autrement, on fait juste voir des tâches là, au niveau des spécialistes. C'est pas très pratique. Donc, comment est-ce qu'on approche le problème de notre côté? Hem, ben, quand on parle aux chercheurs, ils vont nous sortir, une analogie comme, par exemple, ban les tâches, un peu comme les empreintes digitales, pour l'identification des humains. Hem, ouais, conceptuellement, on comprend que l'analogie est intéressante, là, on comprend l'idée, mais évidemment, ça a ses limites parce que je ne sais pas si tout le monde est familier avec l'identification des êtres humains par empreinte digitale, mais grosso modo, quand on imagine une empreinte digitale comme, mettons, une série de cercles concentriques, ben, en fait, il y a toujours des petits défauts au niveau de ces cercles-là, au niveau des lignes. Et c'est ce qu'on appelle les minuties dans le domaine. Et euh,
Ben, il y a des minuties qui sont, par exemple, des lignes qui sont coupées. Vous pouvez avoir des bifurcations, ce qu'on appelle des bridges ou des petits yeux aussi, là, donc une ligne qui devient une espèce qui fait une petite bulle qui continue son chemin, là. Donc, tous ces petits détails-là, au niveau de l'empreinte digitale, Hem, quand on considère leur position spatiale dans l'image, puis leur nature aussi, ben, la probabilité que 2 personnes aient les mêmes minuties réparties de la même façon sur l'empreinte digitale, sont tellement faibles, là, je pense que c'est une chance sur des je sais pas combien de milliards des milliards et des milliards, là. Hem, le problème, c'est que le nombre de minuties est quand même illimité au niveau en tout cas, au niveau des êtres humains. Alors qu'au niveau des baleines bleues, ben, les taches, la forme est quelconque. Il y a il y a il y en a vraiment de toutes les sortes au niveau des formes. Donc, on n'a pas cette catégorisation de caractéristiques, qu'on retrouve, par exemple, pour les empreintes digitales, qui sont surtout axées aussi les caractéristiques sont très, très axées au niveau des lignes comme telles, alors que pour les baleines, on a plus des taches avec pas beaucoup de contraste non plus, là. C'est des problèmes donc, qui sont, relativement différents. Puis au début de la présentation, quand je parlais de transposition de problèmes, moi, je vois pas la possibilité de transposition dans ce cas-ci. Donc, toute cette littérature qui existe depuis longtemps en vision par ordinateur, là, d'analyse d'empreintes digitales, c'est pas très applicable. Ça va pas nous aider, je pense, là. Donc, il faut essayer de trouver autre chose. Hem Notre première tentative, s'est faite en collaboration avec une stagiaire qu'on avait ici au CRIM. On s'est inspiré d'une méthode qui avait été, publiée initialement pour, je pense, c'est l'identification de raies, des raies manta mais appliquée quand même aussi aux baleines, donc en particulier, je pense que c'était des baleines à bosse. Donc on avait quand même une possibilité là de succès avec, cette méthode-là. Puis grosso modo, la méthode, l'idée, c'est de prendre l'image de la baleine et et d'en obtenir une certaine représentation très, très compacte, hein, ce qu'on appelle un plongement, basé dans une représentation qui serait produite par un réseau de neurones. Donc, réseau de neurones qui serait entraîné à justement produire la représentation la plus unique possible pour un individu par opposition aux autres individus de la base de données. Et le nombre de classes, parce qu'en bout de ligne, il y a un classificateur là-dedans, ben, le nombre de classes, ça équivaut au nombre d'individus, tout simplement. Euh, le problème, c'est que les résultats, avec beaucoup, beaucoup de travail, étaient quand même peu convaincants. Là, on parle d'un top 1 de 15, c'est-à-dire que dans 15 des cas, on demande à la machine est-ce que c'est la bonne baleine et ben, la machine répond oui, mais seulement dans 15 des cas, ce qui n'est pas très bon. Alors que dans le top 10, c'est un peu mieux. Donc, top 10, on demande par exemple à l'algorithme donne-moi 10 possibilités et la bonne baleine se retrouve dans les 10. Donc, c'est 50 donc ça, c'est quand même un peu mieux, mais c'est quand même loin de score qu'on aimerait avoir là, pour un système qui serait vraiment utile là, pour les spécialistes. Et là, ben, en tout cas, de mon côté, moi, j'ai commencé à revisiter un petit peu les images, puis, ben, on le dira jamais assez, je pense, hein, dans l'intelligence artificielle, il faut vraiment regarder les données. Hem, Puis en particulier pour les gens en vision par ordinateur, il faut prendre le temps de regarder les images, voir un peu les similarités, les cas limites, là. Hem, Puis en faisant ça, moi, je suis tombé sur cette paire-là qui provient, pour ceux qui s'intéressent, là, de la baleine BB 546. Je ne suis pas sûr que tout le monde est capable de voir, mais bref, sur le corps de la baleine, il y a 3 taches en ligne. Donc c'est 3 petits points, comme espacés et égales en plus, là. C'est presque un tatouage, là, c'est assez particulier, là. Et cette baleine-là, elle se mettrait une perruque et des lunettes fumées, on la reconnaîtrait quand même grâce à juste ces petits signes distinctifs-là. Et ça fait penser que c'est peut-être pas un problème de classification, finalement. C'est peut-être plus un problème et ce qu'on appelle le image matching, donc trouver des correspondances entre 2 images. Ça peut être aussi de la reconnaissance d'objets ou de la recherche d'images par contenu, ce qu'on appelle en anglais le content-based image retrieval. Donc, essayer à partir d'une requête, chercher une image qui a des propriétés qu'on désire, comme par exemple, sortez-moi une image qui contient un parapluie bleu ou des choses comme ça. On est peut-être plus là-dedans. Et par chance, c'est peut-être pas de la chance non plus, là, mais
toutes ces techniques-là, comme image matching ou reconnaissance d'objets, s'appuient sur une famille d'algorithmes qu'on appelle les caractéristiques locales. Donc, qu'est-ce qu'une caractéristique locale? Ben, c'est une représentation compacte d'un voisinage local dans l'image. Donc, vous avez par exemple un point en particulier qui va être choisi par un algorithme. Puis ce point-là est souvent perceptiblement important dans l'image. Et à ce point-là, on va rattacher une signature, un descripteur. Donc, est-ce qu'on choisit le descripteur de façon aléatoire? Non, pas du tout. Il va être très, très bien choisi et il va être choisi de manière à avoir une certaine une invariance au niveau de l'image. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une invariance? Ben, ça veut dire que le point d'un objet dans l'image, même si on regarde l'objet avec un certain point de vue, ou on change le point de vue, ou l'objet, on regarde le jour, le matin, le soir, à l'intérieur, à l'extérieur, l'objet, on fait une rotation, le même point va avoir un descripteur qui ne va pas changer, donc il va être constant, indépendamment, jusqu'à un certain point évidemment, mais indépendamment du point de vue ou de la condition d'acquisition de l'image. Donc, vous avez un exemple ici de deux images qui sont pour les humains des images du même objet, là, je pense qu'on s'entend. Euh, Or, la machine est quand même capable de faire la correspondance entre deux points précis, donc qui sont indiqués par les cercles rouges. Et la machine est capable de le faire parce que à ce point-là, le descripteur qui a été calculé dans les deux images, ben, la paire de descripteurs sont très, très semblables. Donc, on mesure ça, par exemple, par une distance euclidienne. Donc, dans ce cas-ci, la distance serait très, très faible, malgré qu'il y a une sévère différence de point de vue. Donc, on voit l'effet de perspective beaucoup plus fort à droite qu'à gauche, ou à gauche, on était vraiment comme frontal par rapport à l'image. Mais donc, ça a été longtemps un Graal en recherche au niveau de la vision par ordinateur. Pendant les années 90, les gens essayaient de trouver justement cette invariance-là, trouver des caractéristiques qui seraient invariantes. Et ben, c'est à la fin des années 90 que bon, en tout cas, un des Graals a été trouvé. Et ce Graal-là, c'est SIFT. Donc, SIFT, c'est un algorithme qui a été proposé par un compatriote, en fait. C'est un chercheur rattaché à l'Université de Colombie-Britannique. Et donc, c'est un algorithme qui est emblématique en vision. Donc, il existe depuis 20 ans et plus encore. Et son action, c'est justement d'aller chercher des points d'intérêt dans l'image, calculer un descripteur, donc essentiellement un tableau de nombres, un vecteur par exemple, 128 valeurs, et remarquer l'importance de la chose, c'est que quand on a un descripteur euh, et on veut retrouver le point correspondant dans une autre image, ben, on fait la comparaison avec tous les descripteurs de tous les points extraits de l'autre image. Et le minimum, ben, c'est une correspondance. Donc, ça nous permet d'obtenir ce qu'on voit à droite dans l'image, où vous avez l'exemple, un objet ici qui est à gauche, qu'on essaie de retrouver à droite. Et effectivement, toutes les lignes indiquent que c'est des correspondances qui ont été trouvées par l'algorithme. Donc, à quoi sert SIFT et, SIFT et compagnie, comme je pourrais dire, parce que bon, ce principe-là de trouver des correspondances, c'est un problème fondamental en vision par ordinateur. Il y a toutes sortes de méthodes qui ont été trouvées. SIFT, c'est celle qui est ressortie du lot avec le temps, évidemment. Mais quand on pense à la reconstruction 3D ou d'imagerie 3D en général, SIFT est jamais très, très loin. Vous avez par exemple un exemple ici de ce qu'on appelle un calcul d'homographie. C'est-à-dire qu'on trouve une correspondance géométrique entre deux images. Donc, une image, par exemple, qui pourrait représenter un terrain de soccer et une trame vidéo d'une d'une diffusion de matchs de soccer. Et on est capable de faire justement la superposition d'un vers l'autre parce qu'on connaît la relation géométrique entre les deux images. Cette relation-là est souvent donnée par l'analyse des correspondances qui sont permises par SIFT. Vous avez un autre exemple à droite. Moi, je l'ai retenu parce que j'aime bien le titre, là, Building Rome in a Day. Là.
C'est des chercheurs, entre autres de Microsoft, qui ont ramassé sur Flickr des milliers d'images, je pense que c'est 150 000 images de la ville de Rome. Et tous les petits symboles noirs qu'on voit à travers la vidéo, là, c'est toutes des prises de vue de touristes qui ont mis leurs images sur Flickr et les chercheurs ont ramassé toutes ces images-là et ont été capables de reconstruire différents bâtiments de la ville de Rome, Fontaine de Trevi, le Colisée comme on vient de voir, là. Et toute la recherche de correspondance entre toutes les images contribuées par toutes ces personnes-là, tous ces touristes-là, ben, cette recherche-là, ces correspondances-là sont permises par SIFT, entre autres. Et on souligne aussi la contribution de nos amis en traitement des langues naturelles parce que les outils qui sont par-dessus SIFT, c'est beaucoup des outils justement de traitement des langues naturelles parce qu'on est capable d'associer des descripteurs à des symboles, un peu comme des lettres. Et ces outils-là ont été quand même essentiels pour automatiser puis pour accélérer aussi le matching des correspondances. Vous avez d'autres exemples aussi. Bon, SIFT a beaucoup d'applications. Là, on parle d'assemblage d'images. Si vous voulez faire du stitching d'images, ben, il faut connaître un peu la relation géométrique entre les deux pour s'assurer au moins que les lignes sont droites là, quand on fait le stitching, si on prend des images de bâtiments, par exemple. Donc, SIFT va permettre ça. Vous avez de la réalité augmentée. Vous avez aussi du suivi d'images. Là, c'est peut-être un peu petit, mais ça vient de nos archives du crime. Ça a été fait en 2007. Là, ça fait un bout de temps déjà. Mais à la base, ben, c'est essayer de comparer la trame zéro de la vidéo à toutes les autres trames et de mesurer un peu la transformation géométrique que une trame en particulier a subie par rapport à la trame zéro pour qu'on puisse euh, repositionner les lunettes virtuelles qui sont visibles sur le visage de la personne. Euh, Évidemment, nous, notre intérêt, c'est plus en reconnaissance d'objets. C'est l'exemple que j'ai montré tantôt avec une espèce de boîte de céréales ou de biscuits, je pense. Là. Ben, cet exemple-là est quand même intéressant parce qu'on voit la capacité de cette méthode-là à reconnaître des objets dans le fond. Parce que parmi l'assemblage d'objets qu'on voit ici, ben, la machine est capable de mettre de l'intérêt sur un objet en particulier. Puis c'est ce qu'on va essayer d'exploiter là, dans ce projet-là. Petite parenthèse, là, je me suis amusé. J'ai été voir, j'ai essayé de mesurer l'impact de SIFT, tant au niveau scientifique comme commercial, parce que ce qu'il faut dire, je n'ai pas précisé, mais SIFT a été breveté. Le brevet, je pense, est terminé en février 2020, ça fait pas tellement longtemps, mais juste pour montrer à quel point SIFT a vraiment bouleversé le monde de la vision, autant scientifique que commercial. Au niveau scientifique, on parle de 90 000 citations là, de documents scientifiques, c'est quand même considérable. Et au niveau commercial, euh, j'ai été fouillé du côté du site web de l'organisme de valorisation qui est rattaché à l'Université de Colombie-Britannique. Et je suis tombé sur ce tableau-là où SIFT est finalement en troisième position des inventions les plus rentables, disons, qui sont issues de l'Université de Colombie-Britannique depuis au moins 50 ans, je pense, ou 40 ans. Et donc, ça figure en troisième position. Et on indique que le total des ventes de produits qui intègrent cet algorithme-là, ça se chiffre à genre 1,2 milliard. Là, donc, impact commercial majeur là, pour cet algorithme-là. Donc maintenant, si on retourne à notre problème de baleine, comment est-ce qu'on voudrait automatiser la photo-identification basée sur, par exemple, SIFT, comme on vient de le voir? Ben, la première tâche à faire, évidemment, quand on construit un pipeline, ben, c'est être capable de localiser la baleine dans l'image. Parce que la baleine, oui, elle est cadrée en général, si je regarde, si je me souviens bien des images que j'ai vues de la base de données. Mais des fois, elle est en avant-plan, des fois, elle est un peu plus loin. Bref, il faut comme la trouver dans l'image. Donc, c'est ce qu'on appelle la détection de la baleine. Là. Ça, c'est le premier bloc. Ensuite, on va se débarrasser de l'arrière-plan. Donc, tout ce qui est vague, l'eau, le ciel, on va essayer de masquer ça avec des outils de masquage qui sont essentiellement de la segmentation sémantique. Là, on va en reparler. Et on normalise la taille de l'image et ensuite on extrait les caractéristiques locales. Puis on fait des comparaisons avec les références de bases de données
puis pour obtenir finalement une liste de candidats. Donc ça, c'est le schéma ou le pipeline général qu'on essaie d'implémenter. Donc rappel, on a 807 individus dans notre base de données, ce qui est quand même appréciable, avec 3000 images qui nous servent à faire ces comparaisons-là. Et donc, comme protocole expérimental, comment ça fonctionne, c'est que on va, pour chacun des individus dans nos tests, on va choisir une image au hasard qui appartient à l'individu et on va extraire les caractéristiques locales euh, de cette image-là et aussi de toutes les images du jeu donné au complet. Et on va essayer finalement de retrouver cette baleine-là dans l'ensemble de toutes les images. Et le meilleur rang d'une image du même individu, mais qui est différente évidemment de notre image de départ, ça va nous indiquer jusqu'à quel point l'algorithme a été capable de retrouver la baleine dans la base de données. Donc, c'est ce qui nous permet éventuellement de calculer les précisions top 1 et top 10 là, que j'ai mentionné plus tôt. Donc, premier résultat avec SIFT, ben, c'est un petit peu décevant. Donc, pour rappel, on avait une méthode dite baseline, là, la méthode basée sur les plongements visuels, qui tournait autour de 15 en top 1, top 10, c'était autour de 50. Et pour SIFT, ben, le top 1 est un peu meilleur, c'est 25, mais le top 10 est moins bon. Donc, on n'est pas, c'est pas très gagnant notre affaire pour l'instant. Ce qu'on observe, c'est que le problème, c'est qu'il y a peu de correspondance. Donc, les images, le contraste est tellement faible au niveau des images que c'est très difficile pour SIFT de trouver des points, premièrement. Puis ensuite, c'est difficile de trouver les correspondances. C'est-à-dire qu'on présume que les, euh, les descripteurs ne sont pas très représentatifs ou discriminants ou distinctifs d'une région à l'autre sur le corps de la baleine. Et ben, c'est là que j'ai commencé à creuser. Je me suis intéressé aux alternatives à SIFT parce que, bon, on sait que SIFT a été fait il y a quand même un bon bout de temps. Et on sait qu'évidemment, il y a eu une énorme vague, là, Newman en a parlé, du côté de l'apprentissage profond en particulier. Et ça a bouleversé la vision par ordinateur à plusieurs niveaux. Donc, il y a des tâches qui étaient à peu près impossibles à faire avant 2012, avant l'année charnière, et qui sont maintenant devenues faisables. Puis, à la limite, c'est presque gênant. En quelques lignes de code de Python, on est capable de faire des choses qui étaient à peu près pas possibles de faire il y a 7 ou 8 ans. Je donne un exemple simple, segmentation d'instance. Donc, qu'est-ce que c'est segmentation d'instance? C'est être capable de peinturer, si vous voulez, là, virtuellement, des objets en particulier dans l'image. Donc, c'est une espèce de combinaison entre la détection d'objets, donc trouver des objets d'intérêt dans une image, comme par exemple chien et chat, et aussi de la segmentation sémantique qui consiste à donner une étiquette à un pixel. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est identifier ou de localiser des objets relativement finement dans les images. Donc, imaginez-vous, avec Photoshop, être capable d'enlever des objets ou d'en remettre. Donc, ça, c'est segmentation d'instance serait capable de vous aider à faire ça. Or, j'ai été sur Semantic Scholar par curiosité, puis je me suis rendu compte qu'entre 1990 et 2011, les articles scientifiques portant sur la segmentation d'instances, dans les meilleures années, là, c'était 3 par année. Sinon, ben, c'était 0, 1 ou 2. Donc, c'est un problème qui était très difficile, avec très peu de solutions proposées. Et en 2021, j'ai regardé, puis on avait déjà 829 papiers, articles scientifiques à travers le monde qui portaient sur la segmentation d'instances. Donc, tout ça pour dire que l'apprentissage profond a vraiment bouleversé la vision. Et est-ce que ça s'est traduit par un impact sur des algorithmes qui vont, par exemple, faire l'extraction de caractéristiques locales? Ben, tout à fait. Donc, c'est dans cette direction-là que j'ai commencé à regarder aussi. Et l'impact s'est fait à 2 niveaux. Donc, premièrement, les descripteurs, les fameux descripteurs dont j'ai parlé au début, qui étaient à l'origine, dans le cas de SIFT, par exemple, là, c'est un assemblage de d'histogrammes, d'orientation de gradient. Et, ces descripteurs-là ont été remplacés par des réseaux de neurones. Donc, c'est des réseaux de neurones qui examinaient une patch d'image
autour d'un point particulier et qui sortait un descripteur. Et puis, il y a toute une tendance du côté des architectures ou des pipelines end-to-end. C'est-à-dire qu'il y a une paire d'images qui entre dans le pipeline et ce qui sort, c'est une liste de correspondance, tout simplement. Donc, un peu plus en détail ici, il y a des différents exemples de réseaux extracteurs de descripteurs qui ont été produits dans le passé. Il y en a une flopée. Là. J'en ai listé 3 ici. Il y en a probablement plusieurs dizaines. Là. Mais l'idée, c'est écrite ici, c'est-à-dire que pour des points clés SIFT, donc on récupère SIFT au niveau de sa capacité à extraire des points d'intérêt, mais les descripteurs sont générés par réseau neuron, comme je le disais, autour de patchs, en utilisant une patch autour de ces points-là. Et donc, le matching va essentiellement se faire avec une distance euclidienne, un peu comme essentiellement comme avant dans le cas de SIFT. Donc, c'est des vecteurs de 128, par exemple, qui vont être comparés avec distance euclidienne pour trouver le matching, trouver la correspondance. Donc, ça, c'est une approche. L'autre approche, c'est les fameux pipelines end-to-end. Et nous, on en a identifié un qui avait été publié en 2021, donc l'an passé, qui s'appelle Lofter. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un pipeline qui, probablement, ne fait pas de détection de points clés. Donc, ça n'assume pas qu'il y a des points clés qui sont disponibles. Il va juste rechercher des correspondances qui sont denses et à la fin, sortir une liste de correspondances. Donc, c'est basé sur les transformeurs. Là, je vois le temps filer, je n'aurai pas beaucoup de temps d'entrer dans le détail, mais c'est un papier intéressant à regarder, en particulier parce qu'il utilise justement les mécanismes d'attention. Donc, on retrouve l'encodage positionnel qui est super important, puis le self-attention, cross-attention pour trouver les correspondances entre les images. Donc, on voit ce que Lofter sort comme résultat. Vous avez deux exemples ici de baleines, donc en haut et en bas. Et vous voyez la capacité de l'algorithme à trouver des correspondances, même quand le contraste n'est pas super, hein, surtout pour la baleine du bas. Celle du haut, je ne sais pas si vous voyez l'espèce de forme ici, on dirait une espèce d'oiseau qu'on retrouve ici à droite. Et pourtant, le point rouge au nord-ouest de la forme, ben, il est trouvé. Donc, les correspondances sont bonnes, donc ils ont du sens visuellement. Et dans le cas de la baleine du haut, ben, la machine est capable d'en retrouver 1266 correspondances. Donc, c'est une très, très forte probabilité qu'effectivement, l'image de gauche et l'image de droite, pour la partie du haut de la diapo, proviennent du même individu. Donc, en termes de résultats, donc rappel, on a affaire à 800 individus avec 3000 images. Le critère de match entre les deux images, c'est le nombre de correspondances. Donc, plus il y a de correspondances entre deux images, plus on est confiant que cette paire-là provient de la même baleine. Et vous voyez la progression. Donc, les méthodes un peu plus vieilles comme SIFT, on a vu tantôt que c'était autour du 25-30 en termes de top 1 ou top 10. Vous avez tout le paquet de descripteurs entraînés par réseau de neurones. Donc, ils font augmenter un peu la performance globale. Mais les fameux pipelines end-to-end, là, comme Superglue, que je n'ai pas mentionné, mais qu'on a utilisé comme test, ou Lofter, qui donne vraiment de très, très bons résultats, nous amène tranquillement vers le 80, 85, 90 de top 10. Une zone où on pense être capable avec confiance, de donner un outil dans les mains, le mettre dans les mains d'un biologiste pour faire des tests plus approfondis. Peut-être un petit mot sur Lofter. J'ai gratté un petit peu là, pour avoir plus de détails sur les résultats, puis sa performance dans certaines situations. Là. Donc, on voit que, évidemment, la qualité de l'image joue un rôle important, ça, on s'en doute. Là. Donc, quand les images sont de très, très bonne qualité, tous les chiffres augmentent, autant top 1 que top 10. Et quand la qualité est moins bonne, surtout parce que les images sont plus vieilles, donc les images qui proviennent des années 90, même au début des années 2000, vous voyez à droite, là, en haut, que la répartition de la précision, de la capacité de l'algorithme à identifier la baleine, ben, c'est un peu plus aléatoire, c'est un peu moins constant. Alors que pour des images qui sont très, très récentes, ben, l'algorithme donne une performance qui est beaucoup plus stable.
Et donc, au niveau du masque, donc, je me suis amusé à enlever le masque, voir qu'est-ce qui allait se passer. Rappelez-vous, le masque sert à éliminer dans l'image les zones qui contiennent de l'eau et du ciel, juste pour éviter que la machine s'enfarge les pieds à essayer de faire du matching là, dans des zones qui ne nous intéressent pas, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le corps de la baleine. Si j'enlève le masque, puis je demande à l'algorithme, en particulier After, de faire les correspondances, ben là, évidemment, la performance chute. Donc, on tombe autour des 50-60 en top 1 et autour de 70 pour le top 10. Donc, on voit que le masque a quand même un rôle important à jouer. Et on s'est intéressé à améliorer la qualité du masque pendant l'été avec un stagiaire ici au crime. Et on a été capable de gagner 4 juste en ayant un meilleur masque. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Et en résumé, ben, ce qu'on constate, c'est que les algorithmes de matching ou de recherche de correspondance entre les images, en particulier After, ils font un bon travail pour identifier les images qui proviennent de la même baleine, donc du même individu. Ça a été testé sur 800 individus. Je parle ici de 3000 images, mais en fait, on a fait le même exercice, mais du côté gauche de la baleine, donc le côté LSD, un autre 3000 images avec des résultats qui sont similaires, qui sont à peu près identiques. Donc, au final, on a 6000 images de 800 individus euh, qui nous amènent à dire que malgré les variations d'éclairage, malgré l'écart entre la prise d'image, l'écart temporel, malgré le faible contraste au niveau de la peau de la baleine, au niveau des taches, euh, puis aussi malgré le flou qu'il peut y avoir, ben, tu sais, l'algorithme s'en tire quand même pas mal bien, puis il donne du 80 environ au top 1 de précision, ce qui, je pense, est une bonne nouvelle pour les spécialistes du milieu. Donc, petite note pour dire clairement que le masque aussi est essentiel pour les bons résultats. Et voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de nos travaux, ben, évidemment, si on s'intéresse plus à l'aspect, au problème comme tel d'identification, de photo-identification des baleines bleues, je pense qu'on a de bons résultats pour l'instant. On va essayer de les améliorer, évidemment. On espère se rapprocher du 90 au niveau performance top 10. Mais, et on pense aussi que bon, cet algorithme-là, l'Otter en particulier, est une solution intéressante pour photo-identifier d'autres espèces de baleines, d'autres espèces d'animaux aussi. Mais de façon plus générale, évidemment, ce qu'il faut retenir, c'est que les nouveaux algorithmes de matching, donc basés sur, qui recherchent des correspondances basées sur des caractéristiques locales et qui utilisent l'apprentissage profond, c'est des algorithmes qui sont vraiment puissants. Et ben, il faut les garder sur le radar si vous voulez, si vous êtes impliqué dans des projets justement qui impliquent de la reconnaissance d'objets, par exemple, ou de la recherche de correspondance entre les images. Donc, voilà. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Donc, merci beaucoup, Marc, pour cette présentation absolument fascinante. Il y a toute une série de questions. Donc, disons, si on va dans les méthodes qui ressemblent qui ressemblent à SIFT, une question de Claude Coulombe, c'est pourquoi pas SURF? Je ne sais pas si tu connais la méthode SURF, qui est plus efficace que SIFT. Ouais, ben, Euh, écoutez, Surf ou Sift, ben, Surf était sorti peut-être quelques années plus tard. Surf a suivi le même chemin, c'est-à-dire que c'est un algorithme qui a été breveté quand même. On aurait pu l'essayer, mais des techniques comme Surf et Sift, il y en a plein. À un moment donné, nous, on en a utilisé une dizaine environ. Tu sais, il fallait mettre une limite, là. Puis voilà. Donc, oui, on aurait pu utiliser Surf, ça, c'est certain. En fait, une autre question, enfin, il y en a plusieurs autour de la même, de plusieurs questions autour des réseaux convolutifs. Euh, Évidemment, dans ce que je connais, mais je pense que tu vas mieux répondre à la question, pourquoi pas utiliser des réseaux convolutifs? Mais en fait, il y en a partout dans ça, incluant dans le baseline, si je ne me trompe pas, c'est un réseau Tout à fait. convolutif. Ouais, Ouais. Et tout à fait. et aussi Puis, beaucoup de ces méthodes-là utilisent, si je ne me trompe pas, des réseaux convolutifs, en particulier pour le masque.
En particulier pour la segmentation sémantique, effectivement, c'est des réseaux convolutionnels. Le pipeline que j'ai décrit, Lofter, très rapidement, par manque de temps, là, le premier étage du pipeline est effectivement un réseau convolutionnel. Donc, c'est FPN, là, c'est un Feature Pyramid Network là, pour extraire les caractéristiques, là, faire des cartes de caractéristiques au niveau de l'image. Ouais. Peut-être une question que j'ajouterais dans le même, dans la même lignée, la dernière version, ce que tu as utilisé dans Lofter, ici, on utilise aussi les transformeurs, en plus des convolutions. Ouais. Est-ce que c'est la première fois que tu utilises, des transformeurs en vision dans un projet, de ce type-là, en fait? Dans mon cas, moi, oui. Et le défi, ben, c'est de voir un peu comment cette architecture-là a été insérée dans un pipeline de traitement. Là. J'ai encore des questions, honnêtement. Là. Tu sais, quand on parle, par exemple, de cross attention, donc l'attention entre deux images, bien, on comprend, c'est quand même assez logique parce qu'on essaie de rechercher les similarités de voisinage entre deux points, par exemple, là, qui appartiendraient à deux images différentes. Ça peut se comprendre, mais le self-attention, c'est un peu comme, en tout cas, mon interprétation, c'est un peu comme si on cherchait des caractéristiques semi-locales, parce que finalement, la patch d'image autour d'un point, on essaie de la comparer à d'autres régions de l'image. Donc, il y a encore, moi, j'ai encore du travail à faire pour bien comprendre l'algorithme de mon côté, ça, c'est certain. Là. Mais, ouais, au niveau de la vision, ben, évidemment, nous, dans l'équipe, au crime, on regarde les transformeurs sous d'autres aspects, par exemple au niveau de la classification, ou même au niveau de la segmentation sémantique, il y a des choses qui se font aussi. Là. Tout ça, c'est sur notre radar. Là. Une autre, question ici de Patrick, Agen ou, je ne sais pas comment prononcer. Est-ce que le Lofter pourrait être aussi utilisé avec succès pour la classification non pas d'individus spécifiques, mais d'espèces? Oh, probablement. C'est intéressant. Faudrait voir, ça dépend, j'imagine que ça dépend des animaux. Là. Si on parle des baleines, je sais qu'il y a quelqu'un qui a utilisé Lofter pour un autre type de baleine. Je pense que c'est des baleines à bosse. Mais c'est encore là pour de l'identification de baleines, c'est pas pour la classification d'espèces. Sinon, il y aurait toujours, ben, peut-être pas l'after, mais des techniques de transformeurs là, qu'on connaît pour la classification d'images là, qui apparemment rivalisent avec les réseaux convolutionnels sur ImageNet. Ça pourrait être une solution. Pour l'after en particulier, il faudrait voir. Je ne sais pas si au niveau des espèces, on est capable de faire est-ce que la recherche de correspondance est pertinente dans ce problème-là? C'est à voir. Je ne suis pas certain. Une question de Mario Beaulieu. Hem, Est-ce qu'augmenter le contraste des images aiderait l'algorithme SIFT ou, Lofter? J'ai essayé. Pour Stift en particulier, j'ai essayé. J'ai essayé de bon, l'égalisation d'histogramme là, sous des formes, ça n'a rien donné. Les résultats étaient à peu près les mêmes. Du côté de l'After, je ne l'ai pas fait. J'aurais des doutes parce que, bien évidemment, quand on intervient au niveau de l'image en pré-traitement, ben, tu sais, on fausse un petit peu les règles du jeu. Là, ben, bon, évidemment, on essaie d'en tirer profit, c'est sûr. Là, mais c'est pas toujours payant. Puis, je ne suis pas sûr que ça changerait quelque chose pour l'After, honnêtement. Il faudrait voir. Donc, est-ce que tu penses qu'en fait que l'algorithme Lofter ou l'utilisation des transformeurs fait qu'il est, tout, heu, hem, presque intrinsèquement, il apprend à être invariant par rapport à cette question de contraste? Tout à fait. Ça, c'est certain. Je pense qu'il a été entraîné pour ça. Et les mécanismes d'attention et l'encodage positionnel que j'ai mentionné rapidement, les auteurs affirment que cet encodage-là fait en sorte que, apparemment, ça serait crucial pour la performance parce que ça permettrait de faire des correspondances, même dans des régions où
où il n'y aurait pas beaucoup de texture dans l'image, où il y aurait une texture répétitive qui viendrait un peu briser justement sa capacité, ou en tout cas limiter sa capacité à trouver des bonnes correspondances. Mais bon, ça, c'est des affirmations des auteurs, là. Ça reste à voir, mais ouais. Est-ce que tu penses que, justement, cet encodage positionnel qui fait partie des transformeurs, c'est la partie qui lui donnerait un peu l'avantage par rapport aux méthodes aux réseaux convolutionnels? Ouais, c'est une bonne question. Ben, d'après les auteurs, oui, apparemment, dans leur papier, les auteurs utilisent le mot «crucial», là, ce qui est quand même un mot assez fort. Hem, faudrait voir les études d'ablation, là. Je pense que ça pourrait aider à essayer de comprendre un peu jusqu'à quel point l'encodage positionnel est important. De façon générale, pour les baleines, ça l'est peut-être un peu moins. Il faut comprendre que ces méthodes-là ont été mises au point pour toutes sortes de situations, là, pour essayer de comparer trouver des correspondances entre des images de building, par exemple, là, où il y a plein de fenêtres, puis il y a des textures répétitives. Donc, faudrait voir peut-être que pour les baleines, c'est moins nécessaire. Voilà. Ah, peut-être 2 autres questions, avant de finir. Claude Coulombe et vous, vous pourriez ajouter la géolocalisation pour filtrer et réduire le nombre d'individus potentiels. Oui, en fait, ouais, c'est une bonne remarque. Dans la base de données, initialement, nous, on a commencé à s'en servir sans trop connaître un peu les règles d'utilisation, ou en tout cas les règles rattachées à l'utilisation des données. Hem et en quelque part, c'était correct aussi parce que je prends une baleine puis que je la compare à 3000 autres, peut-être que évidemment géographiquement, ça n'a pas de sens de faire ça. Puis éventuellement, quand on a parlé aux chercheurs de nos résultats, il nous a dit: «Ouais, ben, vous avez essayé de comparer une baleine du Pacifique versus une baleine de l'Atlantique, donc dans certains cas, ça n'avait pas de sens géographiquement, effectivement». Sauf qu'en quelque part, ça montrait aussi la capacité de l'algorithme à faire le matching. Donc, c'est comme si un peu on ajoutait beaucoup de perturbations ou de perturbateurs ou tu sais, des éléments qui pourraient comme tromper l'algorithme. Donc ça, je pense que c'était quand même favorable comme stratégie d'expérimentation. Mais oui, tout à fait, il faut utiliser l'information géographique. Cela dit, ces baleines-là, ça voyage quand même beaucoup, là. Il y a des baleines qui sont vues, par exemple, dans le golfe du Saint-Laurent, puis plusieurs semaines plus tard, vous allez les retrouver aux Açores ou bien, en Islande, le long du Portugal. Donc ça voyage, donc c'est des grands territoires aussi à considérer. Hem, enfin, il y a 2 autres questions de Patrick, Agen ou Haguin, je ne sais pas. Alors, quelles sont les données camouflage utilisées pour de meilleurs masques? Et aussi peut-être, mentionner, ce que l'article qui vient avec ces travaux-là, est-ce que la présentation est disponible? Ouais, donc au niveau des données de camouflage, en fait, c'est ça, c'est une expérimentation que notre stagiaire a fait pendant l'été. Il s'est inspiré de problèmes un peu semblables, mais au niveau de l'analyse des images d'insectes qu'on pourrait vouloir apercevoir, dans un environnement naturel. Donc, imaginez un insecte vert, sur une feuille de plante, par exemple. Ça ne ressort pas beaucoup, évidemment. Donc, il y a des gens qui sont intéressés à ces problèmes-là et on a identifié une technique là qui a vraiment fait un bon travail. Ouais, si vous pouvez me contacter après la présentation, je peux vous envoyer l'information, sans problème, là. Mais cette technique-là, en tout cas, toute l'expérimentation que notre stagiaire a fait cet été, on va essayer de rendre ça public là, dans les prochaines semaines. Et Marc, pourrais-tu nous parler des articles qui ont été publiés ou des présentations qui sont disponibles? Évidemment, à part celui-ci, la classe de maître qui va être disponible, bien sûr, chez nous. Oui, ben, des travaux qui ont été faits, que j'ai Les tiens, décrits en fait, aujourd'hui. c'est là, oui. Oui. Ouais, ben, ça, ces travaux-là ont été publiés le mois passé, dans une conférence à Montréal.
devrait être mis en ligne, soit du côté du crime ou soit sur, ResearchGate, par exemple, là. On va essayer de regarder ça, là. J'ai pas eu le temps de le faire encore. À part ça, j'ai donné une référence aussi dans la présentation sur un papier écrit par, notre collaborateur de Mix. Donc, je pense que le papier date des années 90, du début des années 90, mais il est quand même intéressant parce qu'il décrit un peu de quelle manière les spécialistes font la photo-identification de manière manuelle, puis dans quelles circonstances, là, quels obstacles, eux ont eu à faire face là, pendant leurs expérimentations. Donc, c'est intéressant à lire. Puis je ne sais pas comment c'est quoi les règles là, au niveau du partage de la présentation, mais j'ai donné la référence. Mais si vous pouvez me contacter, je peux faire aussi je peux vous envoyer tout ça là, comme sur une base individuelle, assurément. O Oui, aussi mentionner qu'il va y avoir, des billets de blog qui vont accompagner la présentation d'aujourd'hui. Elles vont être mises en ligne, sur notre site, très bientôt et en fait, j'imagine que toutes ces informations-là vont être dans le billet de blog. Absolument. Donc voilà ce qui complète, la première classe de maître de cette session. Merci, beaucoup à Marc évidemment, à ses collaborateurs parce qu'il a travaillé avec plusieurs personnes ici au CRIM. Merci à vous d'avoir assisté à cette présentation. Ne vous gênez pas pour nous envoyer des commentaires, des suggestions et commencer une discussion ou si vous avez des projets dans ce style-là, vous avez envie d'en discuter, vous avez envie de réfléchir là-dessus, vous êtes les bienvenus. Alors, merci beaucoup à tous et bonne journée.